Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live, ce webinaire autour de la lutte anti-blanchiment. Attendez, parce que... Vous m'entendez? Oui, très bien. Jean-Guillaume, on vous entend. Excellent. Nous avons autour de la table Jean-Guillaume de Tocqueville, avocat au sein du cabinet Jones Day. Bonjour. Charles Smith, également avocat au sein du cabinet Jones Day. Et Moustapha Bouzizoua, qui est au-dessus de toute présentation maintenant, hein, Moustapha, depuis qu'on anime ensemble ces webinaires, et donc qui intervient au sein de l'AFGES pour des formations et qui est responsable conformité oversight au niveau d'un grand groupe de la place. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. On est déjà à peu près un peu plus d'une soixantaine de participants. Vous avez été nombreux à vous inscrire. On va attendre encore quelques petites minutes pour voir arriver les derniers arrivants. Super, bonjour à tous. Ceux qui sont dans le chat, donc n'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour poser vos questions. Et puis, on les posera directement à nos amis ici présents autour de la table. Alors, pourquoi ce thème? C'est tout simplement par rapport à l'arrivée de ce nouveau paquet AML. Qu'est-ce que cela apporte en matière de modification, renforcement de nos dispositifs de lutte anti-blanchiment? Et également une question qui revient de plus en plus, et quel va être le rôle de l'autorité européenne, l'AMLA, et sur un plan procédure vis-à-vis dans le cadre des procédures disciplinaires, hein, et du rôle des autorités locales, quelle va être l'articulation entre justement cette autorité-là et les autorités locales? Alors, on va commencer d'abord par le texte, hein, la MLR, le règlement lutte anti-blanchiment. Donc, je vais poser la question à Moustapha. Est-ce que, s'il te plaît, Moustapha, tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les différents apports et qu'est-ce qui change finalement? Qu'est-ce qui nous attend? Très bien. Bonjour à tous, hein, c'est une fois encore un plaisir de pouvoir faire ce type de webinaire avec l'AFGES et puis notre cher Badr qu'on ne présente plus. Alors, déjà, bon, je pense que lors du premier webinaire qu'on a pu faire il y a quelques mois déjà, hein, on avait déjà présenté un peu la genèse de ce paquet-là, donc avec les soucis d'harmonisation qu'on avait au sein de l'Union européenne. Hein. Je pense que c'est un acquis maintenant aujourd'hui pour tout le monde. On était jusqu'à présent sur des logiques de directives européennes qui étaient transposables de manière plus ou moins différente au sein des pays membres, ce qui posait un réel problème au niveau j'allais dire, de l'adoption de standards au sein de ces directives-là, et on se rendait compte que certains pays transposaient de manière plus ou moins laxiste les exigences issues de ces mêmes directives. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui certains pays membres de l'Union européenne sont listés par le GAFI sur sa fameuse liste grise. On prend l'exemple de la Croatie ou de la Bulgarie. Donc l'objectif des autorités européennes était de se dire, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui pour la logique sanction et gel des avoirs, on va plutôt passer par une logique de règlement qui aura vocation à harmoniser et à implémenter une homogénéité dans les dispositifs nationaux LCBFT, et donc vient ce fameux AMLR, hein, qu'on prénomme également le Single Rulebook, qui a été donc publié dans sa version draft par la Commission européenne en juillet 2021. Puis au fil des discussions, on est arrivé à un compromis en 18 janvier 2024 de cette année, donc, et à une adoption par le Parlement européen en avril, donc le 24 avril 2024. Donc c'est surtout sur cette dernière version du 24 avril 2024 qu'on va se focaliser et qu'on va voir un petit peu quels sont les apports significatifs pour la France, hein, de cette version-là. Alors déjà, encore une fois, je tiens à préciser qu'on va se focaliser sur les impacts, les apports significatifs pour le champ français. Encore une fois, il y a beaucoup plus d'impact pour d'autres pays membres, encore une fois, qui avaient
pour habitude de transposer les directives européennes d'une manière un petit peu plus souple, dirons-nous, que la France, qui a toujours été vue comme étant au plus haut standard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En témoigne le rapport d'évaluation mutuelle du GAFI d'il y a 2 ans. Donc on va se focaliser sur l'aspect français. Donc qu'est-ce qui change? Alors ce qui change, vous allez le voir un peu sur cette slide-là, qui résume les points saillants de ce single rulebook adopté par le Parlement européen. On n'a pas vocation à aller dans tous les détails, mais ici je vous ai listé un peu ce que je considère comme étant impactant pour les établissements assujettis au niveau français. Donc aujourd'hui, au titre du L161.2 du CMF. Alors déjà, d'une part, si on commence par le champ d'application, on se rend compte qu'il y a de nouveaux assujettis qui émergent avec ce single rulebook, avec ce règlement LCBFT. On va y trouver notamment les clubs de football qui seront assujettis à la LCBFT à partir de 2029. Voilà, c'est ce que reflète aujourd'hui cette version adoptée par le Parlement européen. Voilà, impact au niveau français parce que jusqu'à présent, les clubs de football n'étaient pas assujettis au titre du L161.2 du Code monétaire et financier. On avait les agents sportifs, mais on n'avait pas les clubs de football. Alors je mets un petit caveat pour cette partie-là. Il y a quand même une petite marge de manœuvre qui est laissée aux pays membres dans cette nouvelle catégorie assujettie. Si l'État membre peut démontrer que certains clubs de football posent un risque qui n'est pas un CBFT qui n'est pas significatif, il y a la possibilité de les exclure du champ d'application au niveau national pour la partie LCBFT. Une extension du champ des mesures de vigilance KYC. On va demander un petit peu plus de choses à certaines catégories de clients et ça n'aura peut-être pas échappé aux banques privées de la place ou aux banques traditionnelles qui ont une activité de gestion de fortune. Une nouvelle typologie de clients devant faire l'objet de mesures de vigilance complémentaires / renforcées y est ajoutée. Ce sont en fait ce qu'on appelle ultra high net worth individual, qui doit faire l'objet de mesures de vigilance qui sont assez proches de ce qu'on connaît aujourd'hui pour les TPE. Dans notre très cher code monétaire financier, on retrouve ça dans le R161-20-4-2 du code monétaire financier, où on va demander plus d'informations sur l'origine de la fortune, sur l'origine des fonds, etc. On va également trouver ça dans ce nouveau single rulebook. Voilà, donc pas tous les high net worth individuals sont concernés. Il y a encore une fois une petite logique de seuil qui a été précisée dans le règlement européen. Il faut que votre ultra high net worth individual dispose d'une surface, d'une fortune supérieure à 50 millions d'euros. Donc il va falloir l'évaluer, cette surface-là, et qu'il apporte sous gestion plus de 5 millions d'euros à l'établissement financier concerné. Voilà. Gros impact aujourd'hui potentiel pour les établissements financiers qui disposent d'une activité de gestion de fortune et également pour les banques privées. Alors, c'est là où il y a eu le plus gros renforcement dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir dans les amendements qui ont été proposés par le Conseil, puis par le Parlement, et ensuite qui ont été retenus ultérieurement dans cette version adoptée au Parlement européen, un renforcement des vigilances à l'égard des personnes morales. Alors, ça passe par plusieurs choses. D'une part, plus d'informations requises au niveau des bénéficiaires effectifs. Alors, on a l'impression que ça ne va pas être très impactant, mais en fait, ça le sera. Typiquement, pour les bénéficiaires effectifs, on aura maintenant l'obligation, ce qui n'était pas aujourd'hui le cas dans la réglementation française, d'obtenir la nationalité des bénéficiaires effectifs et l'adresse des bénéficiaires effectifs. Jusqu'à présent, on avait cette possibilité qui n'était pas une obligation systématique. Alors, il y avait une risk-based approach qui existait pour obtenir notamment l'information sur l'adresse au titre de l'arrêté du 2 septembre 2009. Par contre, aujourd'hui, ça va devenir une obligation. Donc, cette obligation-là va quand même s'accompagner de certains impacts pour les établissements, notamment en termes de mise à jour de leur système pour créer les champs qui n'existaient pas jusqu'à présent, et également de sollicitation client, naturellement, pour avoir ces informations-là. Ce qui avait également fait beaucoup couler d'encre par le passé, lorsque le premier amendement avait été proposé par le Parlement européen, c'est une baisse, alors pas systématique, mais du seuil d'identification des bénéficiaires effectifs. On en avait déjà parlé lors du premier webinaire. C'est une solution une mesure qui a été confirmée dans les textes du compromis, également dans cette version adoptée au Parlement européen. On pourrait avoir un seuil dérogatoire, entre guillemets, de 15% pour les entités qui seraient considérées comme étant à risque élevé.
Ça pourrait être des entités qui seraient exposées à des secteurs à risque tels que des industries extractives, par exemple. Voilà, donc c'est également ce qui va potentiellement être assez challenging, entre guillemets, pour les entités assujetties, parce que qui dit abaisser le seuil d'identification, dit devoir identifier plus de bénéficiaires effectifs, sachant qu'en plus, en parallèle, on demande plus d'informations pour les bénéficiaires effectifs. Donc il y a quand même un impact assez significatif pour les établissements assujettis via cette nouvelle mesure. Également, et là on revient à tous les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec les sanctions russes sur le risque de contournement. Donc on est vraiment très focalisé dans cette dernière version sur la transparence des chaînes de détention capitalistique, notamment les chaînes de détention capitalistique qu'on considère comme étant complexes. Il y a également de nouvelles exigences qui émergent avec cette version adoptée au Parlement, notamment sur les chaînes de contrôle, ce qui n'existait pas jusqu'à présent dans les textes des directives. Excuse-moi, oui. Mustapha, je vais juste intervenir ici. Sur cette partie-là, est-ce qu'on va avoir des critères précis de classification des clients personnes morales en risque élevé, ou alors ce sera comme toujours à la libre appréciation des établissements, parce que là il pourrait y avoir un sujet lors d'une mission de contrôle, par exemple, un établissement qui pourrait être, une société qui pourrait être selon les inspecteurs à classifier en risque élevé, alors que l'établissement l'a classifié en risque standard. On va avoir peut-être très vite tendance à utiliser ce seuil de 15% finalement systématiquement pour toutes les sociétés pour être tranquille. C'est une très bonne question. Lorsqu'on lit le texte sur cette partie-là, on a vocation à avoir des guidance de la part de la commission. Donc la commission est censée donner des guidance sur ce qu'on va considérer comme étant des activités à risque. On sait par exemple, ça c'est des échanges un peu off qui a pu y avoir lors des premières discussions lorsque cette mesure a été discutée, notamment au niveau du Parlement européen. On sait par exemple que les industries extractives seront dans le périmètre. Ensuite, sur la liste exhaustive, on aura plus d'informations. Encore une fois, le règlement a vocation déjà à être soumis au Conseil, apparaître au journal officiel, et d'ici là, et même ultérieurement, même après, on aura plus de guidance sur ce type de mesures. Donc, on s'attend à avoir une liste assez détaillée de la part de la Commission pour savoir quel type d'activité est considéré comme étant à risque et devrait faire l'objet pour les relations d'affaires avec les personnes morales liées à ce seuil des 15%. Est-ce qu'on parle des fameux RTS ? Alors les RTS, c'est plutôt l'AMLA qui les fera. Au niveau et d'ailleurs je pense que Jean-Guillaume et puis Charles donneront quelques informations sur ces fameux RTS. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, on anticipe peut-être une cinquantaine. Alors potentiellement l'AMLA également se positionnera là-dessus, mais lorsqu'on lit aujourd'hui le texte du règlement, c'est bien la Commission européenne qui est mentionnée. Ok. Voilà. Très bien, je te laisse poursuivre. Ouais, un renforcement du champ déclaratif. Alors, c'est passé un peu inaperçu, mais l'article 50 du règlement, du projet adopté par le Parlement européen, étend le champ déclaratif à tout type d'infraction. On sait aujourd'hui, lorsqu'on lit le L161-15 du CMF, qu'on est sur les peines privatives de liberté supérieures à 1 an. On n'a plus cette notion-là dans l'article 50 du règlement européen. Donc potentiellement, il y aura plus de choses à déclarer, plus de déclarations de soupçons, donc éventuellement aussi plus de besoin de ressources pour faire ces déclarations de soupçons. Alors, il y a également au niveau de ce même règlement-là, un renforcement des exigences qui tournent autour des droits de communication des CRF, donc en l'occurrence de Tracfin. On a tous reçu énormément, très souvent, des droits de communication de la part de notre CRF, sans forcément avoir de délais explicites qui sont mentionnés, même si c'est souvent as soon as possible. Aujourd'hui, dans l'article dédié à ce sujet, on a des délais impartis qui sont mentionnés, qui sont explicités, donc 5 jours à minima, et ça peut descendre à 24 heures en fonction de l'urgence et du risque notifié par la CRF. Une autre mesure qui, à mon sens, est aussi très impactante pour les établissements financiers. C'est l'article 21 du règlement, la revue périodique, les revues périodiques, les revues KYC. Jusqu'à présent, chaque établissement pouvait suivre sa propre approche par les risques.
lorsqu'on prend le R161.12, on nous dit il faut définir une fréquence qui est basée sur le risque porté par la relation d'affaires. Il n'y avait pas de fréquence qui était définie dans la loi. Donc, certains établissements, pour les clients à risque faible, tournaient autour de 5 ans, 7 ans, voire pour certains établissements 10 ans. C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait maintenant pour sûr, eh bien qu'il y aura un minimum pour les revues périodiques fixé à 5 ans. Donc les low risk clients, les clients à risque standard ou faible, qui avaient pour habitude de faire l'objet d'une revue périodique tous les 7 ans, sont ramenés à 5 ans. C'est assez significatif parce que dans les établissements financiers, la clientèle à risque faible, c'est en général celle qui constitue le plus gros volume de relations d'affaires. Restreindre la fréquence de revues périodiques, c'est également un coût pour les établissements en termes de ressources, en termes de ressources allouées, que ce soit financières ou humaines. Donc il y a également ce coût-là qu'il faut noter, remonter, et qui serait très impactant pour les établissements. Alors, on a une question aussi sur la partie champ déclaratif, s'il te plaît, Moustapha. C'est, il avait été question d'élargir les infractions concernées, visées par les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au lieu d'1 an. Qu'en est-il? Est-ce que la logique finalement effectivement est différente? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on prend l'article 50 du règlement, on est sur toute infraction. Donc, il n'y a pas de fixation explicite dans l'article 50. On est sur toute infraction. Donc, on perd cette logique de peine privative de liberté qu'on avait l'habitude de trouver dans les recommandations du GAFI ou encore dans le L161.15 sur la déclaration de soupçon au sein du Code monétaire et financier. Donc, c'est élargi à tout type d'infraction. Voilà. Ok. Et bon, je mets juste un petit caveat. Aujourd'hui, les établissements financiers, quand on se le dit entre nous, on est entre nous même si on enregistrait, les établissements financiers, lorsqu'ils faisaient leur déclaration de soupçon, lorsqu'on fait la déclaration de soupçon, il est assez rare qu'on aille sortir notre code pénal et qu'on regarde quelle peine privative de liberté on a pour une opération un peu suspecte qu'on détecte. Donc, on déclarait clairement, et je pense que c'est aussi une bonne logique. Donc l'impact, quand bien même il est réglementaire au titre du texte en lui-même, la pratique, à mon sens, ne sera pas très impactée parce qu'encore une fois, il était assez rare que les établissements financiers assujettis prennent en considération la peine privative de liberté pour effectuer une déclaration de soupçon d'infraction. Et on a aussi une autre question. Alors, est-ce que ça va être dans le cadre des RTS ou alors dans les guidance de la commission par rapport justement à cette fréquence de revue périodique? Comment est-ce que ça a été évoqué ou alors, ça n'a pas été explicité. Ça n'a pas été explicité à ma connaissance. Certainement, ce sera dans les RTS à venir de l'AMLA, qui va prendre quelques années pour tous les publier. Encore une fois, je pense qu'on en attend. De mes derniers échanges que j'avais pu avoir avec la CPR, me semble-t-il, on en attend une bonne cinquantaine. Donc, certainement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas forcément explicites dans les règlements qui auront vocation à être clarifiées par les RTS, de la mer. Voilà. Okay. Alors très rapidement, juste pour revenir à la slide précédente, sur certains autres changements significatifs, et je ne m'attarderai pas énormément dessus, je vais peut-être, parce qu'il y a eu certaines discussions lors du premier webinaire qu'on avait eu sur ce sujet-là, on a la confirmation de la limitation des paiements en espèces à 10 000 euros. Donc ça a été acté, c'est dans l'article 59 du règlement. Une extension, ça c'est aussi quelque chose, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont parfois été un peu accueillies, on va dire, pas à bras ouverts par les établissements financiers, mais il y en a certains qui, à contrario, ont été bien accueillis par les établissements financiers assujettis, et tous les établissements assujettis, et pas que financiers. C'est une extension de la possibilité offerte dans l'échange d'informations. Jusqu'à aujourd'hui, on était sur même opération, même client, pouvoir échanger hors groupe des informations sur une opération. Le champ est revu, il est étendu, on serait maintenant uniquement sur la même opération. Donc, même opération, pas forcément même client. Donc l'échange d'informations, même entre établissements financiers assujettis, entre établissements assujettis, est élargi, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien accueilli, en tout cas pour ma part, par les assujettis. Voilà. Donc ici, bon, il y a d'autres éléments, mais je pense que ici vous avez les points saillants
du règlement LCBFT qui a été adopté dans sa version au Parlement européen, et que je considère comme étant les plus significatifs et qui devront faire l'objet, à mon sens, d'une évaluation d'impact au sein des établissements, parce qu'aujourd'hui, certains établissements financiers sont déjà plus restrictifs que les textes existants de la loi. Moi, je pense par exemple au sein de mon établissement sur les seuils d'identification des bénéficiaires effectifs, où il est descendu déjà à 10% pour certaines entités à risque, donc, parfois déjà plus restrictif que la loi, que le code monétaire et financier, voire même des lignes directrices de la CPR. Donc j'encourage fortement sur cette partie-là les établissements à faire leur propre gap analysis, parce que quand bien même, et on le verra je pense un petit peu plus tard, on a un calendrier qui est un peu lointain. Lorsqu'on parle d'LCBFT, de revue du dispositif, d'upgrade des systèmes, les années sont des semaines, ça passe assez rapidement, donc il faut prendre à bras-le-corps le sujet le plus en amont possible. On se posera la question par rapport au registre des bénéficiaires effectifs. Est-ce qu'on ne va pas être en décalage en interne au sein de l'établissement par rapport aux bénéficiaires effectifs qui sont déclarés dans ces registres-là? Parce que si on va sur 10%, alors qu'aujourd'hui, au niveau de ces registres-là, on est à plutôt 25%, comment tout cela va s'articuler, surtout qu'on a une obligation de déclaration des divergences lorsqu'on en constate? Tout à fait. Tout à fait. Et là, on en revient d'ailleurs à la 6e directive donc, que je projette ici à l'écran. Alors justement, la 6e directive vient aussi encadrer certaines problématiques qui ne sont pas couvertes par le règlement européen parce que dépendant des spécificités nationales. Et un des gros volets, c'est justement le registre des bénéficiaires effectifs. Alors, il y a eu beaucoup de discussions et d'inquiétudes autour du registre des bénéficiaires effectifs, notamment depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui était venue retoquer le registre luxembourgeois. Donc on avait un peu de crainte à ce sujet-là. Aujourd'hui, le registre, c'est quand même un outil qui est très utile pour les établissements assujettis lorsqu'on va chercher, identifier les bénéficiaires effectifs de notre société cliente, de la personne morale cliente avec laquelle on entretient une relation d'affaires. Donc ça a été un gros volet de discussion qui a été maintenant clarifié dans la version de la 6e directive adoptée au Parlement européen, d'ailleurs qui n'a pas énormément changé dans sa version au compromis de janvier. Donc, le registre des bénéficiaires effectifs existera toujours, par contre son accès total sera limité à certaines personnes, certains organes qui justifient d'un intérêt légitime pour y avoir accès. Donc ça a été clarifié. On a également, avec cette 6e directive, un renforcement des pouvoirs des CRF locales, le Tracfin notamment. Au niveau français, on était déjà quand même à un bon niveau en termes d'accessibilité à certaines informations, que ce soit naturellement les registres des bénéficiaires affectifs, mais aussi les fichiers type FICOBA en France. Donc ça, c'est aussi venu homogénéiser tout ça au niveau européen. Un renforcement de la coopération judiciaire notamment, un renforcement de la coopération entre les CRF et les autorités nationales compétentes. Ça, on retrouve ça notamment au sein des articles 19 et 19 bis de la directive. Et comme je le disais donc plus en amont, un accès des CRF aux informations sur les bénéficiaires affectifs, sur les comptes bancaires, sur les registres fonciers et immobiliers. Alors, on est sur l'article 16 de cette directive. Voilà. Donc beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de pouvoir pour les autorités nationales compétentes, pour les CRF locales. Ça a été cette logique déployée pour la 6e directive. Tout ce qui est KYC, tout ce qui est due diligence, etc., tout ça, c'est couvert par un règlement qui sera d'application directe au sein des pays membres de l'Union européenne. Donc, en résumé, on va avoir un règlement, une directive, des RTS. Tout à fait. Des guidelines. Tout à fait. Alors, je ne me suis pas focalisé sur l'AMLAR, le règlement instituant l'AMLA, parce que je pense que c'est surtout Jean-Guillaume et Charles qui rebondiront sur ce sujet et qui apporteront leur expertise sur le règlement instituant l'AMLA, ses nouveautés, et puis notamment les impacts dans les procédures disciplinaires. On avait également un 4e texte ici, auquel on ne fait pas mention, qui est en fait la revue du règlement transfert de fonds 2015-847, qui a déjà été adopté, donc avec le règlement 2023-11-13 de mai 2023, qui sera applicable à partir de décembre 2024. On n'a pas développé ici le sujet, parce qu'en fait, l'impact principal,
c'est une intégration dans le champ transparence des prestataires en actifs numériques sur les opérations crypto-to-crypto. Donc c'est pas très parlant ici. Et on n'est plus sur un projet parce que le texte a été adopté et est entré en vigueur. Donc on n'a pas vraiment parlé. Donc le troisième gros texte, qui est à mon sens le plus significatif après le règlement LCBFT, hein, ce Single Rulebook, c'est naturellement le règlement instituant l'AMLA et tout ce qui va avec. Et ça, je pense que ça va être toute l'expertise de Jean-Guillaume et Charles pour ce sujet. Badr, tu es en mute. Pardon. Justement, on fera la transition tout à l'heure avec Jean-Guillaume et Charles sur ce volet-là. Et maintenant, le calendrier de déploiement. Alors, quelques mots, comment est-ce que ça va se mettre en place, en fait, tout ça? Alors, le plus compliqué, c'était déjà d'avoir un compromis. On l'a eu, le 18 janvier 2024. C'était ensuite que ça passe au Parlement européen et que ce soit adopté. Ça a été fait, 24 avril 2024. Maintenant, ça doit être soumis au Conseil, donc au Conseil européen. Bon, à mon sens, ça va être une formalité, il n'y a rien qui va changer. Une fois que ça passera au Conseil, ça passera ensuite, ça sera publié au journal officiel de l'Union européenne. Et à partir de là, si on prend le dernier article, c'est dans les 50 quelque chose, je ne l'ai plus en tête, du règlement, le règlement nous dit qu'après adoption et parution au journal officiel, les pays auront 3 ans pour se conformer au contenu du règlement. Donc on aura 3 ans pour nous, en tant qu'établissement assujetti, pour se conformer à l'ensemble des exigences issues du règlement LCBFT. Est-ce qu'il y aura une latitude au niveau local? Par exemple, on le voit par ailleurs sur d'autres sujets de gestion des risques, avec tout ce qui est règlement CRR, par exemple, CRR2. On voit que les autorités locales, typiquement la CPR, pourraient publier des clarifications ou alors des mises en conformité par rapport à des guidelines de l'autorité bancaire européenne, hein, par ailleurs. Est-ce que voilà, on va s'attendre à avoir d'autres textes de clarification, des travaux de place, ou alors est-ce que dès l'adoption, allez go top départ pour la mise en conformité? Non, naturellement, il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup d'échanges avec notre autorité de supervision, il y aura beaucoup d'échanges, comme on le fait actuellement au sein de la Fédération bancaire française, avec nos pairs pour nous assurer qu'on a une bonne compréhension et qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde pour déployer certaines exigences issues du règlement directement ou des RTS à venir. Donc, c'est d'ailleurs, j'allais dire, tout ce qui est intéressant, hein, c'est de pouvoir échanger, que ce soit avec nos autorités de supervision ou alors nos pairs, hein, ce qu'on appelle les PPP, pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension et une homogénéité aussi au niveau du déploiement de ces exigences-là au sein des entités assujetties. Il y a un point par contre très intéressant que tu mentionnes, c'est quelle sera la latitude aussi de la CPR. Alors ce règlement, c'est un minimum. C'est-à-dire ce règlement, il sera applicable à tout le monde. Donc il n'y aura pas de marge de manœuvre dans le contenu des exigences. Tout le monde devra se conformer aux exigences instituées par ce règlement-là. Par contre, rien n'empêche les superviseurs locaux d'aller plus loin que le règlement. Et c'est certainement aussi ce qui arrivera côté français, je pense. Rien n'empêchera des lignes directrices supplémentaires qui viennent se superposer au RTS de l'AMLA, qui seraient publiées par les autorités nationales compétentes, donc les autorités de supervision locale. Donc moi, je m'attends aussi à avoir en plus des lignes directrices de la CPR pour venir couvrir certaines spécificités françaises et clarifier certaines exigences de ces règlements-là et des RTS à venir de l'AMLA. Et alors, je profite de chaque tribune possible pour porter aussi la voix des assujettis avec lesquels on travaille, qu'on accompagne dans le cadre de leur dispositif de lutte anti-blanchiment et qui n'en peuvent plus parfois de cette inflation de la réglementation. Là, il va nous falloir 3 ans pour la mise en conformité par rapport aux dispositions de ces règlements. Et d'ici 3 ans, je suppose qu'il va y avoir déjà dans le pipe de nouveaux règlements qui vont arriver. Quand est-ce que tout cela va se stabiliser et qu'on va pouvoir s'occuper un petit peu du business? Ah, c'est moi qui dois répondre à cette question. Je ne sais pas. C'est pas un cadeau que tu me fais. Je ne peux pas porter la responsabilité de tout ça. La question est ouverte à tout le monde. Jean-Guillaume aussi. Vous pouvez je laisse Jean-Guillaume vous prononcer comme ça, on pourra faire le lien avec la partie AMLA.
Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Parfois, on se demande comment nos clients arrivent à se sortir de ce maquis réglementaire qui n'arrête pas de grossir de manière inflationniste. Ceci étant dit, notamment au niveau européen, ceci étant dit, je pense qu'en matière de LCD-FT, je tempère mon propos, il y avait besoin à la fois d'une clarification et d'une unification des règles. En fait. Puisque, comme le disait Mustapha, chaque autorité nationale interprétait les choses un peu de sa manière, que ça soit d'ailleurs sur l'interprétation des règles, puisque ce qui a été dit, ce qui est très important, c'est que jusqu'à présent, la LCB-FT au niveau européen, c'était des directives. Et les directives, comme on sait, ça laisse une latitude à chaque pays membre d'interpréter à sa manière. Alors, comme le disait aussi Mustapha, en France, on est quand même les champions du gold plating, c'est-à-dire on ajoute, on rajoute. Bon, donc ça faisait une divergence en fait sur la substance des règles qui n'était pas bonne dans un domaine aussi sensible que évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir, en tout cas pour les plus gros établissements, une unification des procédures. Parce qu'il n'y a pas deux pays qui ont la même procédure en matière notamment de sanctions de LCB-FT. La CPR a une commission des sanctions. Si on va en Allemagne, la BaFin n'a pas de pouvoir de sanction, donc elle réfère tout ça au procureur. Et donc là, je pense qu'il y a un rôle. Alors, certains diront on rajoute une couche et c'est encore au millefeuille, si je puis dire. Mais, encore une fois, en matière de LCB-FT, je pense qu'il y avait besoin d'une unification au niveau européen et d'une harmonisation au niveau européen. Et c'est pour ça qu'on est passé au règlement. C'est-à-dire le règlement, maintenant, est d'application directe. Donc, le principe de subsidiarité d'utile en souffrir un petit peu, c'est maintenant réglé au niveau européen. Tout ça. Alors, merci à vous deux pour la réponse. On aura l'occasion d'en reparler encore un peu plus en détail, peut-être en off. Merci Mustapha pour cette première partie. Alors, justement, Jean-Guillaume, en parlant des procédures, est-ce que vous pouvez nous parler de l'articulation qui aura lieu entre justement l'AMLA, les autorités locales, mais avant tout peut-être un petit rappel schéma des procédures, des missions de contrôle et comment fonctionne en fait tout cela? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Badr. Donc, juste un mot pour vous dire que Charles et moi sommes ravis d'être associés à ce séminaire AFGES. L'AFGES n'a pu approuver l'expertise de ses membres. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités. Et Charles et moi faisons partie de l'équipe au sein du département financier, de l'équipe de conseil et de contentieux réglementaire, Regulatory and Enforcement, en bon franglais, de Jones Day. Et voilà. Et donc, on est au quotidien, comme vous l'êtes, sur ces sujets. Alors, effectivement, je pense que l'idée, c'est de voir comment la nouvelle architecture, les nouvelles procédures de l'AMLA vont impacter en tout cas, puisqu'on est en France, la procédure actuellement en cours devant la CPR. Et donc, ce que je vais faire, c'est rappeler très rapidement la manière dont ça se passe quand on a un contrôle ou une procédure disciplinaire devant la CPR. Et Charles prendra le relais pour nous dire ce que l'AMLA, est-ce que l'AMLA change quelque chose, pour qui change-t-elle quelque chose, et donc essaiera de vous donner les principales guidelines et les principaux takeaways, points à retenir sur le sujet. Alors, nous avons des slides un peu plus nombreuses que celles de Mustapha, je m'en excuse, mais ce que je comprends, c'est que vous aurez accès aussi aux présentations et voilà, cette présentation qu'on a constitue un pense-bête qui n'est pas inutile en matière de contrôle et de procédures disciplinaires. Et je voudrais rajouter un point, c'est que pour justifier ce rappel, si je puis dire,
c'est que la grande majorité des établissements assujettis, c'est-à-dire établissements de crédit, sociétés financières, établissements de paiement, EME, et d'une certaine manière aussi les entreprises d'investissement, resteront assujettis à la commission des sanctions de leur juridiction nationale. Donc, en France, la CPR, parce que Charles y reviendra, mais seulement les grands établissements européens seront justiciables de l'AMLA. Donc, c'est pas inutile de rappeler un petit peu ce qui se passe chez nous. Badr, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer la slide suivante? Voilà, parfait. Donc, un contrôle, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que parmi nos amis qui nous écoutent, il y en a pas mal déjà qui, travaillant dans des établissements financiers, ont été contrôlés. Donc, comment ça arrive? Un contrôle, c'est dirigé par le secrétaire général de la CPR, qui mandate un inspecteur, et ça dépend de différentes choses, en fait. Ça dépend d'abord de la politique répressive de l'institution. Alors, la CPR, ça peut changer tous les ans, il peut y avoir un focus, alors, il y a très régulièrement des focus sur la CPR, mais il peut y avoir un focus sur la clientèle fragile, un focus sur le gel des avoirs, un focus en matière d'assurance sur les comptes en déshérence, par exemple. Ça dépend aussi de leur charge de travail, parce que, comme certainement beaucoup d'entre vous l'ont constaté, la CPR a tendance à être sous-staffée, et donc ils ont énormément de boulot. Ça dépend évidemment des reportings de la situation de l'établissement et des reportings qui sont régulièrement communiqués à la CPR. Ça dépend de l'historique de l'établissement. Est-ce que c'est votre troisième contrôle après 2 ou 3 lettres de suite? Donc, est-ce que ce sont des manquements qui sont répétés? Ça c'est aussi important. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle pudiquement les signalements, c'est-à-dire ceux qui caftent. Ça peut être des concurrents, des clients, enfin, voilà. Donc, ça dépend de pas mal de choses. Next, s'il te plaît, Badr. Voilà, donc typologie des contrôles. Donc la compétence de la CPR, on en a déjà parlé. Notamment ils attrapent les entreprises d'investissement aussi sur le côté LCBFT, justement. Ah, ben je vois là effectivement, je vois qu'il y a eu un petit problème d'impression sur les thématiques. Donc les thématiques principales, hein, ben, c'est évidemment celles qui nous intéressent, LCBFT, clientèle fragile, gel des avoirs, des opérations de paiement qui peuvent être contestées par les clients, le prudentiel, il y a peu de procédures, en tout cas au niveau national, il y a peu de procédures disciplinaires sur le prudentiel, mais il y a beaucoup de contrôles. Et côté assurantiel, ça peut être les comptes en déshérence. Et je rappellerai même que les histoires de comptes en déshérence, c'est-à-dire quand les assureurs se voient reprocher de ne pas avoir fait suffisamment diligence pour rechercher les bénéficiaires de comptes justement dont on connaît mal le propriétaire, héritier ou autre, la plus grosse sanction à CPR est intervenue sur ce sujet puisqu'elle a été contre un établissement de 50 millions d'euros. Slide suivante, s'il te plaît, Badr. Voilà, donc les contrôles, vous le savez, peuvent être de portée générale, c'est-à-dire la totalité des activités d'un établissement est contrôlée. Ça peut être, et c'est le plus souvent thématique, LCBFT, bien entendu, pour ce qui nous concerne. Et ça peut être aussi des contrôles coordonnés dans plusieurs établissements, ce qui permet, le régulateur aime bien parce que ça lui permet de comparer, ça lui donne une base de comparaison pour ces contrôles. Slide suivante. Merci. Donc, alors, rappel très rapide du processus de contrôle. Ce qui est important, c'est qu'il y a un document qui est très bien fait, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la charte des contrôles de la CPR, qui présente tout ça de manière très synthétique, les droits, les obligations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les textes applicables, voilà. Donc c'est la coopération avec des régulateurs internationaux,
Donc, c'est très bien fait. Et ça, c'est vraiment si vous avez un contrôle, indépendamment du fait, évidemment, de choisir un conseil, ça y reviendrait, vous allez directement sur la charte, pardon, de la CPR qui est sur le site internet. Slide suivante. Voilà, donc un contrôle, ça commence par donc une équipe qui se présente à la porte de votre établissement, qui a été mandatée avec un inspecteur général qui est en général le chef de mission, qui a été mandaté par le secrétaire général de la CPR et qui arrive avec une lettre de mission qui indique l'objet du contrôle. Donc, il faut accueillir tout ce monde de manière courtoise, il faut prévenir sensibiliser votre personnel d'accueil, il faut désigner un interlocuteur spécifique, il faut que les dirigeants responsables, évidemment, se signalent tout de suite. Alors là, je suis désolé, il y a eu à nouveau un petit problème d'impression. Dans la bande grise que vous voyez, il y avait marqué « bonne pratique ». Voilà, donc vous le savez maintenant. Et donc, on va essayer de charger le PPT. Là, je vous laisse Jean-Guillaume finir les 2-3 slides là qui arrivent et on va essayer de remplacer le PDF avec le PPT où effectivement c'est beaucoup plus lisible. Oui, d'accord, parce que je crois qu'il y en a d'autres. Donc, désolé pour ça, Badr. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, justement, en attendant, on a une question. Oui. Qu'est-ce qui peut déclencher une mission de contrôle de la CPR? Ah, ben ça, c'est… alors, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est évidemment, en premier lieu, des reproches potentiels qui peuvent être adressés à l'établissement et que la CPR a pu identifier via les reportings, via le superviseur habituel, via des échanges qui ont eu lieu ou des recommandations qui n'ont pas été suivies. Et puis, ça dépend, ce que je disais aussi, ça dépend aussi de facteurs exogènes, en fait, à l'établissement. Ça dépend de la politique, notamment de répressive de la CPR, de leur charge de travail, du fait de savoir, alors là, on revient dans une cause endogène, mais est-ce que l'établissement a déjà fait plusieurs fois l'objet de contrôle et très souvent, quand vous avez un contrôle et que vous prenez des engagements en termes de remédiation, des engagements sur la remédiation, par exemple, si on prend l'exemple des outils informatiques qui sont devenus clés dans la détection des alertes LCDFT, si vous avez un outil qui n'est pas performant, vous prenez l'engagement de l'améliorer ou d'en changer. On vous demande de prendre cet engagement dans un certain délai. Et là, il faut vous attendre quelques mois ou 1 ou 2 ans plus tard à avoir un autre contrôle pour savoir si vos engagements ont bien été tenus. Et là, si les engagements n'ont pas été tenus, vous avez un contrôle et vous prenez un risque non négligeable de procédure disciplinaire. Très clair. Voilà. Et combien dure en général une mission de contrôle ACPR? Est-ce que ces durées de ces missions sont à peu près les mêmes au niveau européen? Et est-ce que, avec l'arrivée de l'AMLA, est-ce que tout ça ne va pas changer? J'ai pu voir par ailleurs dans d'autres pays que certaines missions de contrôle sur place d'autorités locales pouvaient prendre 2 jours. Avec plein de travail en amont, pourrait prendre 1 semaine, 15 jours. Enfin, il n'y a pas de règle. Est-ce que maintenant, avec l'AMLA et son institution, il va y avoir des standards aussi à ce niveau-là? Alors, d'abord, il faut distinguer contrôle sur place et contrôle sur pièce. Contrôle sur pièce, je dirais, c'est la version légère du contrôle. On vous envoie on envoie à l'établissement un certain nombre de demandes d'informations, de documents, etc. L'établissement répond. Si les réponses sont satisfaisantes, les choses peuvent s'arrêter là.
Ce qui est plus lourd, en tout cas côté français, c'est le contrôle sur place. Donc le contrôle sur place, vous avez une équipe d'inspecteurs qui vient, qui s'installe dans les locaux. Donc là, alors, j'anticipe un tout petit peu sur les slides qui suivent, mais il y a un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques à avoir, c'est-à-dire bien accueillir la mission d'inspection, leur donner un local dédié avec évidemment des terminaux d'ordinateur, mais aucune documentation, répondre à leurs demandes, les accompagner lorsqu'ils cherchent des documents, ne pas les laisser évidemment fouiller tout seuls. Voilà, tout ça, ce sont des recommandations de bon sens. Alors, en termes, pour revenir à ta question, la durée d'un contrôle en France actuellement, c'est très variable. Alors, tu parlais de 2 jours ou de semaine ou autre. Ça, c'est dans un monde idéal, évidemment. Non, un contrôle sur place, ça dure, je dirais, au minimum 4 mois, 3-4 mois au grand minimum. Et ça peut aller jusqu'à 9 mois, 1 an. Et ça dépend énormément, évidemment, de l'équipe. Ça dépend de la relation de confiance qui peut s'installer ou ne pas s'installer entre l'équipe de contrôle et l'établissement. Ça dépend du fait de savoir si l'équipe de contrôle a vraiment l'impression que on répond avec diligence à ces demandes, que l'établissement répond de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet on n'a pas l'impression, parce que je fais une petite parenthèse, les équipes sont très très fortes en informatique. Donc, attention à ne pas changer la date d'un document, même sans parler de falsifier évidemment, mais simplement pour apporter une précision, etc. Ça, il ne faut surtout pas le faire parce qu'ils s'en aperçoivent tout de suite. Et ça, même s'il n'y avait pas d'intention de tromper, ça crée immédiatement un climat de défiance. Donc, il peut y avoir des contrôles qui se passent bien, d'autres peuvent être très tendus. Et donc, c'est très important, dès le départ, d'essayer de ne rien cacher et de créer un climat de confiance avec la mission. Ça veut dire que ça aura un impact positif à la fois sur le rapport de contrôle et sur le délai d'intervention de la mission. Voilà, alors maintenant sur l'AMLA, alors il faut, je référerai à Charles dans 3 minutes, mais le système je dirais de supervision, de contrôle et de sanction de l'AMLA a été calqué, Charles y reviendra, a été calqué sur celui du MSU, la BCE, et notamment vous avez des JST, les Joint Supervisory Team qui font les contrôles, et les JST, pour avoir des clients qui les ont eus chez eux, pour les grands établissements, en tout cas, alors je parle là du MSU, hein, mais c'est peut-être pas tellement différent avec l'AMLA. Vous pouvez avoir 40 personnes qui débarquent, qui en général sont pas françaises, donc il y a toute une phase pédagogique, leur expliquer ce qu'on fait. Et je suis pas sûr que les délais de l'AMLA sont beaucoup plus courts que ceux de la CPR. Alors, Jean-Guillaume, juste pour la transition, pour aussi, parce qu'il faut qu'on fasse attention aussi au timing. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez donner des derniers tips sur, si je puis dire, sur les éléments de réponse, comment répondre aux interrogations de la CPR, justement pour anticiper toute la phase tableau 3 colonnes, échange contradictoire et puis le cas échéant. Voilà. Un mot, effectivement, et je passe la parole à Charles. Donc, un contrôle peut déboucher sur une procédure disciplinaire. Non, tu parlais des rapports de contrôle, hein, pas des… Oui, voilà. Donc, le contrôle est sur place, il y a des échanges avec les inspecteurs. Restons sur les contrôles.
voilà, on pourra parler dans une autre, peut-être dans un autre séminaire de la procédure disciplinaire, là c'est un peu court. Donc, effectivement, à la fin de la mission, l'équipe consigne tout ça par écrit, et il y a 3 étapes. Première étape, une fois qu'ils ont fini leurs investigations, il y a une réunion, qu'on appelle une réunion de restitution, avec la production d'un avant-projet de rapport. Là, ils vous donnent quelque chose d'assez informel en disant si on a fait des erreurs, s'il y a des choses qu'on a ratées, qui sont pas dans notre radar, vous corrigez ça. Donc, évidemment, les établissements en profitent pour commencer leur défense, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Mais l'idée, c'est plutôt de corriger les erreurs factuelles. Une fois que l'établissement a fait part de ses observations, la mission produit le projet de rapport, c'est-à-dire qu'ils intègrent ou non les observations, en général pas beaucoup, et donc l'établissement est censé répondre sous le format du fameux tableau à 3 colonnes, où il y a d'un côté le texte applicable, le rapport, les observations du rapport, les observations de l'établissement, et puis la réaction de la mission sur les observations de l'établissement. Et c'est l'ensemble de ce rapport et de ce tableau à 3 colonnes forme un rapport définitif qui est signé et remis au collège. Et le collège qui décidera des que ce soit une lettre de suite, ou bien une mesure de police administrative, ou bien une procédure disciplinaire. Voilà, là-dessus, je crois qu'il faut passer oui. à l'AMLA, et donc je passe à Charles. À Charles. Oui, merci beaucoup à tous et effectivement ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Alors, très rapidement, un propos introductif sur l'AMLA, enfin quelques propos introductifs. Donc, comme l'a rappelé Mustapha, le projet de règlement AMLA fait partie du paquet LCBFT européen qui a été adopté par la Commission le 20 juillet 2021 et définitivement par le Parlement européen le 24 avril 2024 et qui a plusieurs finalités. La première, c'est effectivement, et c'est dans la même veine, si je puis dire, que le passage d'une directive LCBFT à un règlement, c'est d'harmoniser l'application des règles relatives à la LCBFT au sein de l'Union européenne en établissant un système intégré et unique de LCBFT dans toute l'Union européenne. Ce qui est par ailleurs intéressant à noter concerne les pouvoirs que va avoir l'AMLA. Puisqu'on voit en filigrane de la lecture de ce texte que l'AMLA va avoir des pouvoirs équivalents à la fois à ceux des 3 autorités européennes de supervision, donc l'ESMA, le BA et le IOPA, notamment de par ses pouvoirs normatifs, et on y reviendra, mais aussi quelque part équivalents à ceux de la BCE sur le volet sanctions, notamment. Ce qui n'est pas le cas des 3 ESA, et ce qui fait de l'AMLA quelque part une autorité assez atypique au niveau européen. En termes de supervision, l'AMLA pourra superviser directement, ça a été déjà dit, mais les établissements de crédit et financiers les plus importants au niveau européen, et ceux qui présentent le plus de risques de blanchiment, on les appelle les entités assujetties sélectionnées, mais également superviser indirectement les autres entités assujetties à la LCBFT qui, elles, resteront soumises à la supervision directe de leur régulateur national, en France donc la CPR. En termes de calendrier, donc au-delà de la date d'adoption, 24 avril 2024, on peut voir une date de démarrage des activités en 2025, et de la plupart de ces activités et de ces pouvoirs, notamment normatifs, puisque dès 2026, l'AMLA va adopter des projets de normes techniques d'implémentation, qu'il s'agisse d'ITS, mais aussi d'RTS, et va, en ce qui concerne ses pouvoirs de supervision sur les EAS, démarrer son processus de sélection, et on y reviendra un petit peu plus dans le détail après, en juillet 2024, et 6 mois plus tard, commencer sa supervision directe, donc au 1er janvier 2028,
Ce qui est un horizon qui peut paraître assez lointain, mais comme l'a rappelé Mustapha, qui effectivement va arriver plus vite qu'on ne peut le croire. En termes de pouvoir, donc, normatif, d'abord, supervision, enquête et sanctions. Donc, normatif, puisque l'AMLA va avoir le pouvoir d'adopter des drafts de RTS et d'ITS, le pouvoir également d'adopter des orientations, donc qu'elles soient à l'attention des régulateurs nationaux, des cellules de renseignement financier ou des entités assujetties, des recommandations, des Q&A, des opinions, suite la plupart du temps à des consultations publiques, l'ensemble participant donc à l'élaboration d'un single rulebook, certainement similaire à celui qu'on a aujourd'hui pour l'ESMA et le BA pour les textes soumis, rentrant dans leur champ de compétences, et donc qui constituera un outil vraiment très utile pour tous les praticiens, les entités assujetties, parce qu'il permettra d'avoir accès à un certain nombre de textes de niveau 2, 3, mais aussi de droit un peu plus souple, lorsqu'il s'agira d'interpréter la portée de certains textes, et notamment du règlement AMLR. Pouvoir de supervision, donc on l'a dit, direct à l'égard des EAS, qui s'effectuera par l'intermédiaire de JST, donc c'est là encore une similitude qu'on peut voir avec le mécanisme de surveillance unique, et donc ce que l'on peut trouver au niveau de la BCE. Supervision indirecte via les autorités compétentes nationales, coopération avec les ACN, harmonisation des pratiques de supervision, on l'a dit, et soutien et coordination des cellules de renseignement financier nationales. S'agissant des pouvoirs d'enquête et de sanctions qui nous intéressent le plus dans le cadre de ce webinaire, on va faire un focus sur un certain nombre de points, mais on peut déjà dire que là encore, les enquêtes et les sanctions pourront être prononcées directement à l'égard des EAS, indirectement par l'intermédiaire des régulateurs nationaux. Les enquêtes pourront avoir lieu sur pièce et sur place, et c'est une similitude qu'on peut retrouver avec les pouvoirs de la CPR. Et l'AMLA, à l'issue de ce processus et de cette procédure d'enquête, pourra adopter des décisions administratives plus ou moins contraignantes en fonction de la gravité des manquements identifiés et éventuellement des sanctions pécuniaires qu'on détaillera un petit peu par la suite. Donc avant de rentrer dans le détail des pouvoirs d'enquête et de sanctions, il me paraissait utile quand même de revenir très rapidement sur les méthodes d'assujettissement des EAS, puisque ce seront encore une fois les établissements principalement concernés et impactés par cette nouvelle autorité. Donc, le texte prévoit par principe 40 EAS, donc 40 établissements qui seront soumis à la supervision directe de l'AMLA. Ce nombre pourrait être éventuellement augmenté sur accord entre l'AMLA et les autorités compétentes nationales, mais restons sur 40. Et ces 40 EAS pourront être renouvelés, alors certainement pas tous, mais à la marge, tous les 3 ans, puisqu'un réexamen aura lieu tous les 3 ans par l'AMLA, sur cette liste d'EAS. Donc comment peut être déterminé un EAS, comment un établissement assujetti peut être qualifié d'EAS par l'AMLA? 3 étapes qui fonctionnent sous forme d'entonnoir quelque part. Donc, premièrement, l'AMLA, et donc dès juillet 2027, va déterminer une liste d'établissements de crédit et d'établissements financiers. Donc, seules ces typologies d'établissements pourront être qualifiés d'EAS, ce qui exclura donc tous les autres, notamment les établissements assujettis non financiers, qui présentent un profil de risque de blanchiment intrinsèque élevé et qui sont présents dans au moins 6 États membres. Donc on voit effectivement 2 critères principaux, le critère des risques, qui est prépondérant en matière de LCBFT, mais aussi le critère de la présence transfrontalière, sachant que sur les risques, différents critères sont précisés, sont déjà indiqués dans le règlement, tenant notamment à la clientèle, aux canaux de distribution, des critères qu'on connaît déjà, notamment dans le cadre de l'établissement des cartographies des risques, mais qui devront être précisés par voie de RTS. Et donc il est à ce stade un petit peu difficile d'en apprécier toute la portée. Donc si à l'issue de cette étape numéro 1, 40 entités assujetties peuvent être sélectionnées ou moins, le processus s'arrête et donc la liste est définitive. Si néanmoins plus de 40 établissements sont identifiés, il convient de passer à la 2e étape, noir, puisque là on sélectionnera parmi ce nombre d'entités qui présentent un risque intrinsèque élevé, qui sont présents dans plus de 6 États membres, celles
qui ont une présence territoriale dans le plus grand nombre d'États membres, que ce soit en libre établissement ou en libre prestation de services, donc passeport européen. Et je vois là une première question, donc c'est effectivement les deux, question de Stéphane Orliac, libre établissement et LPS, qui est considéré pour cette deuxième étape, et également pour la première. Si à l'issue de cette deuxième étape, encore une fois, nous pouvons identifier 40 entités ou moins, le processus s'arrête, et sinon on passe à la troisième étape, et dernière étape cette fois-ci, puisqu'on va regarder les entités qui disposent du plus grand ratio transactions pays tiers, volume total de transactions, c'est-à-dire celles qui sont le plus actives hors du territoire de l'Union européenne. Et donc là, on détermine une liste de 40 et on n'applique pas d'autres étapes. Donc ça, c'est la méthode standard qui va être appliquée par l'AMLA à compter du 1er juillet 2027. Cette méthode standard cohabite quelque part avec une autre méthode, qui est une méthode d'urgence et qui pourrait avoir pour effet d'augmenter le nombre de EAS et qui concerne les entités assujetties du secteur financier non EAS par nature et suite à l'examen de l'AMLA. Méthode qui peut être déclenchée donc à l'initiative de l'AMLA ou de toute ACN, et ça c'est nouveau dans la dernière version du texte, parce que initialement dans le projet de règlement, seule l'AMLA avait l'initiative de cette méthode d'urgence. Et donc quelles entités peuvent être concernées? Donc, on a différents critères qui sont cumulatifs et qui pourraient conduire l'AMLA ou une ACN à prendre l'initiative de cette méthode d'urgence et in fine à conduire une entité du secteur financier à devenir ES et donc soumise à la supervision directe de l'AMLA. Donc il doit s'agir, comme on l'a dit, d'une entité du secteur financier, assujettie à l'LCBFT évidemment, qui a commis des manquements récurrents à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, qui présente des risques importants de blanchiment, de par, encore une fois, sa typologie de clientèle, ses canaux de distribution, les services et produits qu'elle fournit, et pour laquelle l'AMLA ou l'ACN elle-même, d'ailleurs, considère que le régulateur national a failli, quelque part, à ses obligations de supervision, puisqu'elle n'aurait pas imposer les mesures permettant à cette entité du secteur financier assujetti de remédier à ces manquements ou ne l'aurait pas sanctionné du tout ou suffisamment au goût de l'AMLA. Et donc dans cette hypothèse-ci, dans l'hypothèse où ces critères cumulatifs seraient tous réunis, eh bien cette entité non EAS, en fonction de la méthode standard, deviendrait soumise à la supervision directe de l'AMLA. Et donc on peut voir un transfert de compétences ponctuelles finalement d'un régulateur national vers l'AMLA au titre de cette méthode d'urgence. Alors, donc si on doit maintenant faire un zoom sur les pouvoirs d'enquête et de sanction de l'AMLA, ce qui intéresse particulièrement ce webinaire, donc l'enquête sera menée par une équipe d'enquêteurs indépendants, c'est-à-dire pas ceux qui participent quelque part à la supervision permanente des EAS, donc on exclut de fait les membres de la JST qui ont été désignés et qui, encore une fois, à l'image de ce que l'on voit pour la BCE, comprendront des membres nationaux, donc du régulateur national, mais également de l'AMLA. Et cette équipe d'enquêteurs disposera de moyens importants, mais assez similaires à ce que l'on connaît pour la CPR, donc elle pourra demander des documents, des informations, prendre des copies, demander des explications, qu'elles soient écrites ou orales, procéder à des auditions, et en contrepartie, les entités assujetties sélectionnées enquêtées disposeront de divers droits, donc les droits de la défense, classiques au niveau européen qui seront applicables, par exemple le principe du contradictoire, et qui à ce titre leur permettront d'accéder au dossier, et qui, seulement en matière de sanctions pécuniaires ou d'astreinte, et ce qui est intéressant, disposeront d'un droit d'audition. Sur la procédure et les voies de recours, donc on en a déjà très, très rapidement parlé, mais en synthèse, toute proposition de décision contraignante de l'AMLA sera préparée par une JST, transmise au Conseil général, donc qui est l'un des deux organes de l'AMLA non responsable, en l'occurrence d'une prise de décision, pour avis non contraignant, et la décision définitive, contraignante cette fois-ci, sera prise par le Conseil exécutif, qui jouerait quelque part le rôle, si on devait raisonner par analogie, même si dans les faits ce ne sera pas tout à fait le cas, de commission des sanctions. Au cours de cette procédure, on l'a répété, on l'a déjà dit, l'intéressé, enfin l'entité intéressée pourra exercer ses droits de la défense, et donc avant toute décision définitive, et demander à être auditionné.
Cette décision du conseil exécutif, donc contraignante, pourra faire l'objet d'un recours donc, au sein de l'AMLA, mais devant un autre organe de l'AMLA qui s'appelle la commission administrative de réexamen. Donc là, recours administratif, et qui devra être formé dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision du conseil exécutif. Cette commission administrative de réexamen devra donner un avis au conseil exécutif, qui lui devra prendre dans un délai de 2 mois à compter du recours initial, donc l'ensemble des voies de recours sont enfermées dans un délai de 2 mois, et cette nouvelle décision abrogera et remplacera la décision initiale. Et ce n'est qu'à l'issue, théoriquement, à la lecture du texte, de cette procédure de réexamen intra-AMLA, que l'entité assujettie, si elle est mécontente, pourra former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Néanmoins, il n'est pas très clair, encore une fois, à la lecture du règlement, si les entités, enfin sur le fait de savoir si les entités assujetties sélectionnées auront la possibilité quelque part de court-circuiter cette commission administrative de réexamen et de porter leur recours directement devant la CJUE. Selon notre compréhension, suite à des discussions un petit peu officieuses, cela serait possible, mais plutôt mal vu par la CJUE, puisque quelque part, elle pourrait considérer être un petit peu dérangée, si on peut dire, de façon indue, alors que l'intéressé, le justiciable, avait la possibilité de voir la décision qui lui préjudicie être réexaminée par un organe. Mais en tout état de cause, cela semble possible, même si de fait on pense que des précisions seront apportées sur ce point-là, soit dans des RTS, soit peut-être dans des Q&A de l'AMLA. Peut-être un petit point procédural aussi sur le caractère suspensif en fait du recours, qui n'est pas de principe, mais qui pourra être demandé par l'entité assujettie et qui sera décidé par la commission administrative de réexamen. Oui, le problème, c'est que la commission de réexamen, enfin 9 fois sur 10, si on prend l'exemple du MSU, confirme l'analyse du conseil exécutif. Enfin, c'est malgré tout une étape obligatoire. Exactement. Donc, une fois que cette décision a été prise, on peut se poser la question de savoir quel type de conséquences elle pourra avoir. Et donc, c'est toute la question des pouvoirs de prévention, de correction et de sanction de l'AMLA. Donc, ces décisions pourront avoir pour objet quelque part de donner des recommandations à l'entité assujettie pour qu'elle améliore son dispositif, par exemple, d'imposer la mise en œuvre de mesures de remédiation en cas de violation, de risque de violation ou de violation effective des règles relatives à la LCBFT. L'AMLA pourra également ordonner la fin du comportement litigieux, restreindre l'activité économique de l'ES, par exemple en demandant de ne pas distribuer ses produits auprès d'une clientèle donnée ou vers un pays donné également. L'AMLA pourra, de manière un peu plus grave encore, imposer des changements dans la gouvernance de l'EAS, qu'il s'agisse de ses équipes dirigeantes ou même de ses titulaires de fonctions clés, donc par exemple responsable de la fonction conformité. Elle pourra assortir ses décisions d'une astreinte, donc, pécuniaire, par définition, d'une durée maximale de 6 mois et qui pourra être renouvelable sur une seule fois. Elle pourra également faire ce qu'on appelle du name shaming, du name and shame, puisqu'elle aura le droit d'alerter le public en publiant le nom de l'EAS qui manquerait à ses obligations sur son site internet. Elle pourra aller même jusqu'à solliciter le retrait de l'agrément à l'autorité compétente nationale qui l'a délivré, et elle pourra aussi prononcer des sanctions pécuniaires, et c'est l'objet d'un deuxième focus qu'on voulait faire. Je ne sais pas si, pour l'instant, il y a des questions. Je vois que peut-être dans le chat. Alors, c'était un système de monitoring est-il prévu? Non, pardon, Jean-Guillaume, dites-moi. Non, je pense qu'on peut conclure sur les dernières slides, peut-être. Oui, bien sûr. On a un petit peu dépassé le temps. On va essayer de ne pas dépasser plus d'un quart d'heure. Alors, très, très rapidement, donc, sur le quantum des sanctions, donc déjà par principe, les sanctions pécuniaires ne pourront être prononcées qu'en cas de manquement sérieux, répété ou systématique. Donc, il y a une forme de principe de proportionnalité.
avec une prise en compte de facteurs d'aggravation ou de minoration, par exemple la durée, l'intention, la répétition du manquement, le fait de savoir s'il a été commis dans un État membre ou dans plusieurs États membres, ceci aboutissant à des sanctions pécuniaires comprises entre 100 000 et 10 millions d'euros. Alors que pour rappel, pour la CPR, ça peut monter jusqu'à 100 millions d'euros, même si c'est extrêmement rare en pratique, vraiment ce n'est jamais arrivé, et où correspondent entre 0,5 et 10% du chiffre d'affaires annuel, ce qui peut allègrement dépasser ce plafond de 10 millions d'euros pour les entités assujetties sélectionnées, qui par définition sont des acteurs importants, disposant normalement d'un chiffre d'affaires annuel lui aussi important. Quel impact de fait sur les procédures ACPR? Donc, impact direct s'agissant des EAS, puisque la CPR ne pourra plus ni les contrôler ni les sanctionner. Impact plutôt résiduel s'agissant des autres entités, puisque la CPR conservera sa compétence sur les non-EAS, qui, de fait, seront des établissements présentant moins de risques et étant moins importants, mais qui seront plus nombreux, largement plus nombreux que les EAS. Donc, ça n'aura pas pour effet, ce nouveau règlement, d'alléger la charge de travail de la CPR. Et on voit, et ça rejoint quelque part ta question Badre tout à l'heure, que le règlement AMLA n'a pas d'impact sur la procédure ACPR, donc et par définition sur celle des autres régulateurs, notamment sur l'impact légaux, donc sur les délais, sur la durée des contrôles, sur les modes d'adoption des sanctions. Sachant que, et c'est là quand même que la CPR peut perdre un petit peu en compétences, même s'agissant des non-EAS, l'AMLA aura toujours la possibilité de demander, et donc plutôt d'enjoindre, à un régulateur national d'enquêter ou de prendre une sanction à l'égard d'une entité assujettie non sélectionnée. Et à défaut, on pourrait avoir recours au mécanisme de méthode d'urgence qu'on a évoqué plus tôt, dans l'hypothèse où le régulateur national serait défaillant, et là, l'AMLA récupérerait une supervision directe de l'entité assujettie non sélectionnée. Donc effectivement, pour conclure, peut-être AMLA, évolution, révolution, donc question un petit peu bateau, mais intéressante quand même, puisque évolution pour les non-EAS, on l'a évoqué, mais révolution tout de même pour les EAS qui se voient astreindre un nouveau régulateur dont les pratiques de supervision sont à ce stade inconnues, la sévérité également qui est à ce stade inconnue, mais également pour les régulateurs eux-mêmes, puisque les régulateurs vont devoir aligner leurs pratiques de supervision, de contrôle, de sanction sur celles de l'AMLA. L'AMLA va nécessairement établir une jurisprudence en matière de sanctions, de défaillance ou de manquement à la lutte contre le blanchiment, et les autorités nationales devront en toute logique s'y conformer. Elles devront également se conformer aux bonnes pratiques de l'AMLA en matière de contrôle et d'enquête, si ces bonnes pratiques sont établies et diffusées par l'AMLA. L'ensemble en fait de ce que l'on vient de dire laisse quand même quelques questions en suspens, notamment sur la jurisprudence. Que se passe-t-il dans l'hypothèse où la CPR prendrait une décision contredisant la jurisprudence de l'AMLA? Est-ce que ça, par exemple, ça constituerait un motif de recours devant le Conseil d'État ou devant une autre juridiction potentiellement européenne? Et on l'a évoqué tout à l'heure, l'articulation entre les recours administratifs et juridictionnels de l'AMLA. Charles, je crois que ce que tu viens de dire est très important, cette espèce de soft law en fait de l'AMLA qui s'imposera aux régulateurs nationaux. Et ça fait partie aussi de son rôle d'unification. Et effectivement, c'est elle qui donnera le là ou le tempo pour la jurisprudence sur les différents manquements. Donc ça, c'est une influence un petit peu indirecte, mais très importante. Oui, qui aura forcément des conséquences dans la pratique de supervision des régulateurs nationaux. Dernière slide, on ne va pas la détailler, mais c'est plus pour vous lorsque vous recevrez le support, calendrier d'entrée en fonctionnement de l'AMLA avec les prochaines étapes. Alors, Charles, j'ai peut-être une petite question moi de mon côté. Au niveau des ressources qui viendront staffer l'AMLA, on est à combien? De mémoire, je pensais qu'on était peut-être à 400, oui, ou du moins c'était la cible. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la mission qui est octroyée à l'AMLA, qui d'ailleurs a été élargie, initialement on était
sur la LCBFT pure. Ça a été élargi avec notamment les amendements qui ont été proposés par le Parlement européen et puis dans l'adoption définitive au sujet de gel des avoirs et de sanctions. Est-ce que est-ce que la taille du staffing qui est aujourd'hui prévue pour l'AMLA semble suffisant par rapport à l'énorme mission qui l'attend aujourd'hui, enfin du moins demain? Ouais, non, mais c'est une excellente question. Alors effectivement, on le voit dans la frise, donc transition toute trouvée, on parle d'environ 430 membres de l'AMLA. Je pense que ça, c'est pas un chiffre figé dans le temps. De fait, si les pouvoirs de supervision de l'AMLA s'accroissent et si il s'avère qu'elle n'est pas suffisamment staffée, on peut facilement imaginer qu'elle recrutera de nouvelles personnes. Mais en tout cas, le staffing aura une importance dans la sélection des EAS, notamment si on se rend compte qu'il faut superviser plus de 40 EAS, les capacités de l'AMLA auront un impact sur cet accroissement qui est optionnel du nombre des EAS. D'accord. Et peut-être une deuxième question, de ce que j'ai compris de ce que vous avez très bien expliqué, les entités qui seraient sélectionnées, donc qui seraient sous supervision directe de l'AMLA, perdraient entre guillemets leur supervision de la part des superviseurs locaux. C'est bien ça, c'est-à-dire que un établissement français qui serait sous supervision directe de l'AMLA ne le serait plus par la CPA, c'est bien ça? Oui, s'agissant de la LCBFT, oui. À tout le moins, c'est clair. D'accord, d'accord. Et Et même si dans d'accord. le cadre des JST, donc des équipes communes de Mmh. supervision, on aura des membres de la CPR, donc certes, le Oui. régulateur direct, ce sera l'AMLA, mais la CPR ne perdra pas toute vue sur ces établissements-là ou autres. Non, et puis Non, les relations en fait de supervision continueront d'une certaine manière avec les régulateurs nationaux, parce que c'est comme ce qui se passe avec le MSU, par exemple, sur les demandes d'agrément, etc. Ce sont les régulateurs nationaux qui, dans une large mesure, instruisent les dossiers pour l'autorité européenne. Bien sûr, bien sûr. Ce qui m'avait un petit peu étonné, en fait, et ce qui m'a poussé à poser cette question, c'est qu'on a l'impression, et peut-être que je me trompe, mais que les pouvoirs de sanction, au moins d'un point de vue pécunier de la part de l'AMLA, sont moindres que ceux de la CPR, si je me trompe pas. Je pense que la CPR, ça pouvait aller jusqu'à 100 millions, et puis l'AMLA, c'est 10 millions. Donc oui. ça serait un risque de sanction qui serait moindre pour des entités quand même qui seraient Comme le considérées comme disait étant plus risquées. Car, comme le disait Charles, le pourcentage du chiffre d'affaires, ça Oui, peut tout à monter. fait. Ça peut 10% du C'est chiffre vrai. d'affaires peut monter effectivement très haut. Ouais, tout à fait. Et on a une question de la part de Stéphane. Est-ce qu'il y a un système de monitoring qui est prévu? C'est-à-dire s'il y a un établissement qui se fait prendre entre guillemets par l'AMLA, est-ce qu'on aurait une sorte de monitorship comme ce qu'on a avec le DOJ vis-à-vis de ces établissements sanctionnés? Très bonne question. Je pense pas que ça a été gravé dans le marbre pour l'instant. Ça sera probablement prévu par les textes de deuxième niveau. Alors, Ouais. la question effectivement est très importante, parce que un monitor du DOJ, ça peut, alors je parlais tout à l'heure de la JST, mais ça peut être 40 personnes pendant 3 ans. Donc Mhm. et aux frais, évidemment, comme vous le savez, de l'établissement. Donc c'est très lourd. Je ne sais pas, Charles, si tu as vu ça dans les textes. Moi, Non, moi je l'ai pas vu, mais je pense que ça va se faire par l'intermédiaire des JST, de fait, parce qu'imaginons l'AMLA imposer une sanction, enfin pas une sanction, mais une décision consistant à la mise en place d'un plan de remédiation. La JST suivra très étroitement, je pense, la mise en œuvre de ce plan, et même si on n'aura pas une présence forcément physique, comme on peut l'avoir avec un monitoring du DOJ, on aura un suivi assez étroit par la JST. Non, c'est possible, effectivement, s'il y a un plan enfin, s'il y a des mesures concernant la gouvernance ou la remédiation, etc., il faudra un suivi. Alors, ça sera peut-être ça sera la JST. Aux États-Unis, d'habitude, c'est un cabinet d'avocats. Je crois que ça reste ouvert. En tout cas, la question est très intéressante. Alors, je regarde si on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on est bon.
N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez d'autres clarifications, profitons-en d'avoir l'expertise de Jean-Guillaume et puis Charles sur ces sujets. Sinon, écoutez, c'était en tout cas moi personnellement vraiment un plaisir d'avoir fait ce webinaire à vos côtés, Jean-Guillaume et puis Charles. C'est tout à fait. En tout cas, moi, personnellement, je vous connais très bien et votre expertise n'est plus du tout à démontrer. Donc, ça a été vraiment un honneur et un plaisir d'avoir effectué ce webinaire à vos côtés. Et puis, je pense qu'on n'a pas du tout fini d'entendre parler de tous ces textes, de tout ce règlement LCBFT, de toute cette âme-là. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de refaire un update dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Hein, le temps sera long sur ces textes-là et ça sera toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de faire ces petits refresh à vos côtés, messieurs. Eh ben, merci beaucoup, Mustapha. C'est plaisir plus que partagé. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités et merci à tous nos amis d'avoir écouté. Désolé, on a un petit peu dépassé le temps. C'était quand même une gageure d'arriver à plier tout ça en 1 heure. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas plié beaucoup de choses parce qu'il, comme vous disiez, il reste des tas d'abord de pressions apportées, puis de points ouverts qui seront apportés par les textes d'application. Tout à fait. Merci 1000 fois et puis au plaisir et à très bonne soirée à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous.